Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur l'unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres si vous y êtes dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité et les sujets inscrits à l'ordre du jour. Au menu de ce matin, 15 ans après le massacre du stade de Conakry, les indemnisations tant attendues ont enfin commencé, mais le bilan est loin de satisfaire tout le monde. Sur plus d'un millier de victimes recensées, seuls 334 ont reçu une compensation pour un montant global estimé à 119 milliards de francs guinéens, soit environ 12 millions d'euros. Mais que s'est-il passé? Pourquoi plus de 700 victimes se disent-elles exclues du processus? Qui décide de la répartition et sur quels critères? Nous poserons tout à l'heure ces questions à M. Alseni Diallo. Il est membre du collectif des victimes non indemnisées. Paiement des arriérés de salaire, régulation des primes pour les uns et l'intégration à la fonction publique pour les autres. Les anciens contractuels communaux retenus, non retenus et ceux de Conakry ont décidé de s'unir pour former une coalition. Objectif, défendre ensemble leurs revendications. Mais comment comptent-ils obtenir satisfaction? Pour en parler, nous aurons d'un moment à l'autre Monsieur Mohamed Guilavogui, le coordinateur général adjoint des anciens contractuels de Conakry. Et puis, plus d'une semaine après la marche organisée à Yopougon par le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, le projet d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara continue de diviser. Le parti de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo est catégorique. Pas question d'un nouveau mandat pour Ouattara, mais cette opposition peut-elle réellement changer la donne politique? Jusqu'où ira cette contestation alors que ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ne figurent sur la liste électorale? Nous parlerons aussi du Mali où le 18 août 2020, le régime d'Ibrahima Boubacar Keïta était renversé par des militaires à Bamako. Un an après, un autre groupe opère un autre coup d'État pour, dit-il, une mauvaise gestion du pays. Et 5 ans après, le régime militaire est toujours en place, mais la promesse d'un nouveau Mali semble s'essouffler. La rupture avec les anciens partenaires et le rapprochement avec la Russie ont-ils changé la donne? Comment expliquer que la menace djihadiste reste toujours aussi persistante malgré les alliances? Le Mali peut-il encore tenir sa promesse d'un État stable et sécurisé? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans la dernière partie de cette émission. Le scanner, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Bienvenue à tous, si c'est maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, le scanner de Kavi Média que vous suivez à l'instant même à la télé, c'est sur Kavi TV, canal 410 si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 si vous êtes sur le bouquet Star Times. Merci de nous suivre via nos réseaux sociaux. Vous êtes sur Meta, vous êtes forcément sur Kavi TV, sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média que vous pourrez télécharger à l'instant même ou sur notre site d'information siaminfo.com. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Je commence par vous, Yamoucha Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour à Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs également qui nous suivent et qui sont toujours fidèles à cette émission. Je l'annonçais tantôt, plus de 10 ans après le massacre du 28 septembre 2009, des indemnisations ont été récemment versées aux victimes, mais sur plus d'un millier de personnes recensées, seules 334 victimes ont reçu une compensation pour un montant global estimé à 119 milliards de francs guinéens, soit 12 millions d'euros. Une répartition qui laisse plus de 700 victimes en dehors du processus. Comment expliquer que plus de la moitié des victimes aient été écartées? On commence par vous, Yamoussa Cheikh Kamara.
Alors, il faut dire que le procès du 28 septembre 2009 en Guinée a conduit à la condamnation de plusieurs personnes pour crimes contre l'humanité, notamment des membres de l'ancienne junte militaire. Un processus d'indemnisation des victimes a été mis en place, mais il a été marqué par des lenteurs et des incertitudes. Notamment de la prise en charge financière et la répartition des fonds également, avec 334 victimes, vous l'avez dit, reconnues par la justice guinéenne, 700 autres personnes se déclarant aussi victimes de ces événements se disent exclues, s'il faut même dire oubliées. Alors, étant donné qu'en mars 2025, la junte au pouvoir avait annoncé avoir débloqué l'équivalent de 12 millions d'euros pour l'indemnisation de toutes les victimes, soit 119 milliards de francs guinéens. Mais avant tout détail, par certainement notre invité du collectif des victimes non indemnisées du processus d'indemnisation, nous allons essayer, Abdallah, de contextualiser les choses. Bien. Il vous souviendra que le 28 septembre 2009, un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry, notamment le stade de Dixine, a été réprimé par les forces de sécurité, faisant au moins 156 morts, des centaines de blessés et de nombreuses femmes violées, selon le rapport des Nations Unies. Alors, le procès qui a suivi, jugé pour crime contre l'humanité, a abouti à la condamnation de plusieurs hauts responsables, dont Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, gracié et finalement en mars 2024 par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. On va parler d'indemnisation des victimes, l'indemnisation dont il est question, et vous allez comprendre qu'au cours du procès, le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, à cet effet, a ordonné l'indemnisation des victimes, mais les accusés n'avaient pas les moyens de payer les montants alloués. Donc, c'est ce qui a fait que l'État guinéen, finalement, a décidé de prendre en charge les frais d'indemnisation de ces victimes, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les événements. Mais malgré cette reconnaissance et cette bonne volonté de l'État, le processus d'indemnisation a connu des difficultés. On va parler d'abord du manque de transparence, car ce processus d'indemnisation a été qualifié d'opaque par certaines organisations, et ce qui suscite l'inquiétude même des victimes et de leurs familles. Il y a eu la lenteur signalée quelque part, car l'application du décret présidentiel est prise en mars 2025, établissant le dispositif d'indemnisation avait pris du temps, et les victimes attendaient avec impatience les répartitions. Et ce n'est qu'au mois de mai que les indemnisations, vous allez comprendre, ont commencé, et cette fois-ci sur fond d'inégalité. Parlant d'inégalité aussi, il faut le dire, les montants alloués aux victimes varient considérablement selon les cas, allant de 2 millions à 1,5 milliard de francs guinéens. C'est ce qui a aussi suscité pas mal de risques du côté des victimes, car les victimes et leurs représentants craignent jusqu'ici des représailles et appellent à des mesures de sécurité renforcées. Les appels à une action plus rapide à cet effet et transparente de la part des organisations de défense des droits humains qui exhortent les autorités guinéennes à accélérer le processus d'indemnisation et à garantir même la transparence dans la répartition des fonds. Les associations des victimes, elles, réclament des réparations effectives et un soutien médical pour les victimes et leurs familles. Alors, la FIDH, l'OGDH et l'AVIPA, par exemple, ces organisations appellent les autorités à respecter les engagements pris et à garantir que justice soit faite pour les victimes du 28 septembre. Donc, pour terminer, Abdallah, disons que le procès du 28 septembre a marqué un tournant dans la lutte contre l'impunité en Guinée. Cependant, le processus d'indemnisation des victimes reste un défi majeur, et il est crucial aujourd'hui que les autorités agissent rapidement et de manière transparente pour réparer les préjudices subis. Merci Yamoussa Cheikh Camara pour ces détails. Pour aller encore plus en détail, nous avons sur ce plateau et dans cette émission M. Alsini Diallo. Il est membre du collectif des victimes non indemnisées. Bonjour M. Diallo, bienvenue dans cette émission Le Scanner. Merci, bonjour. Oui, faites monter le micro, ne vous inquiétez pas, allez-y.
Alors, merci. Je disais bonjour, bonjour à tout le monde, et bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Et merci de l'opportunité. Et merci vraiment pour tout ce que vous faites pour vraiment le partage de l'information, c'est-à-dire jusqu'au fond de la Guinée. Et moi, je suis Yallo Alseni, et fondateur du collectif des victimes non indemnisées. Je suis porte-parole et secrétaire administratif du collectif. Et je précise. Bien, oui, allez-y, nous vous écoutons. Je précise, au sein de ce collectif, nous avons un bureau qui fonctionne et qui est composé de 11 membres qui aujourd'hui qui sont en train de faire un travail pour que nous aussi nous soyons pris en compte au même titre que toutes les victimes. Bien, vous avez suivi avec intérêt le développement de Yamoucha Cheikh Camara, un véritable processus aujourd'hui et qui tend vers sa fin, mais nous avons l'impression que c'est cette fin qui est encore plus complexe et compliquée. Vous aujourd'hui, comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation et sur quels critères certaines des victimes ont-elles été indemnisées et d'autres pas? Eh bien voilà, je vais planter le décor d'abord. Comment le collectif là est né, parce qu'il faut éclairer la lanterne des uns et des autres. Et la naissance de ce collectif est allée d'un constat. Ce constat est que, vous savez, avant le procès, en principe, on devait tous passer devant un juge d'instruction pour se faire entendre. Et pendant même, on a sollicité à ce qu'on témoigne devant la barre. Mais, à notre fort étonnement, et notre avocat et nos avocats nous ont fait comprendre qu'il n'était pas nécessaire que tout le monde passe à la barre. Et quelque chose qui nous a vraiment donné à réfléchir. Quel avocat? Maître Desba, qui est le président du collectif des avocats des victimes. Mais après tout, et quand il y a eu le décret portant indemnisation des victimes, nous avons été vraiment très émus, très contents, vraiment parce que c'est parti d'une volonté du président de la République qu'il faut saluer. Mais nous étions très contents, c'est avec joie nous avons reçu vraiment ce décret. Mais à notre fort étonnement, seules 334 victimes ont été prises en compte sur des centaines enregistrées. Des milliers. Des milliers. Et tenez-vous bien, à l'Avipa seulement, il y a plus de 800 victimes. Plus de 800, je précise. Donc, sur les 800, Avipa n'a eu que 160 parmi les 334. Et tenez-vous bien, dans les 334, il y a des doublons. Des doublons, par exemple, moi, je peux trouver Alseni Diallo 2 ou 3 fois. Mamadou 2 ou 3 fois. Et quand on fait la décantation de cette liste, vous ne vous retrouverez qu'avec 200 et quelques victimes. Donc on s'est dit, et c'était pas tout à fait logique. Excusez-nous, c'est un constat officiel ou personnel à vous, ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, ces doublons? Ces doublons sont officiels. Vous savez, la liste du jugement qui a été produit, c'est-à-dire la liste ne contient aucun numéro de téléphone, aucune photo, c'est-à-dire aucune identification, aucune référence pour dire que c'est vous, monsieur Abdallah, c'est-à-dire pour que vous puissiez facilement comprendre que vraiment les personnes officiellement prises en charge, vous ne savez pas. Ces doublons pour vous profitent à qui pour vous? Eh bien, moi je ne saurais pointer du doigt quelqu'un, mais je pense que ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être, quand un tel jugement est rendu, on devait faire en sorte que les références soient là. Soit la photo ou le numéro de téléphone, c'est ce qui faciliterait vraiment le processus d'indemnisation. Et qui vous pointez du doigt pour être responsable, disons, de ces doublons? Eh bien, bon, moi je ne saurais dire avec exactitude, mais c'est le jugement qui est rendu quand même. Le jugement, en tout cas, la liste qui a été rendue ne contient aucune référence, c'est ce que je peux dire. Bien. Je ne saurais pointer du doigt. Après ce constat, oui, nous vous écoutons. Après ce constat. Mais vous savez,
je vais repréciser. Ce qui nous a motivés réellement à créer le collectif, c'est le jour que Maître DS nous a dit dans son bureau qu'on n'était pas pris en compte par ce processus d'indemnisation. Parce que nous ne sommes pas passés devant un juge d'instruction. Or, c'est lui qui nous avait dit, pendant les différentes réunions qu'on tenait, que ce n'était pas nécessaire de passer devant un juge d'instruction, qu'une ou deux victimes qui passaient à la barre représentaient toutes les autres victimes et au moment de l'indemnisation, que tout le monde serait indemnisé. Donc on s'est dit, vu que cela n'a pas été respecté, ce n'est plus nécessaire de rester devant, vraiment derrière eux. Il faut se frayer un chemin pour pouvoir aussi être pris en compte. Alors, vous voulez dire par là que vous avez été trahi par Maître Despa, c'est cela? Eh bien, en tout cas, vu la démarche, on dit que la responsabilité ne saurait être incombée qu'aux avocats de la partie civile qui ont suivi le... Et à quel moment Maître Despa vous a signifié cela? Non, mais c'était avant et pendant le procès même. Moi, les messages sont là. Je les ai envoyés plusieurs fois, les messages. Vous savez que c'est un processus. Quand vous dites avant le procès, il faut nous situer dans le temps. 3 mois, 2 mois, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Au niveau de l'enquête préliminaire ou bien... vous savez, c'est pendant le procès, à vrai dire. Pendant le procès, les gens voulaient beaucoup passer témoigner. Maintenant, à chaque réunion, ils prenaient une liste. Il y a des colonnes. Si tu veux intervenir, tu écris. Qui prenait cette liste? Bon, c'est leur organisation, à la vie pas, là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas retenir. En quelle année, s'il vous plaît, précisément, en quelle année? C'est pendant que le procès a commencé. Pendant que le procès a débuté seulement, on a dit, 2022, tous ceux qui ont la volonté de passer n'ont qu'à s'inscrire sur une liste. On s'est une fois inscrit sur la liste, mais malheureusement, on a compris qu'on prenait les gens, on choisissait les gens selon leur vouloir. Est-ce que, à vous entendre, vous n'êtes pas venu tardivement, puisque nous avons connu Avipa ici depuis plus d'une dizaine d'années, qui existait déjà avec ses membres à lui. Est-ce que vous n'êtes pas venu en retard, puisque c'est un processus, et que voilà, donc tout ce qui devrait être pris en compte dans le cadre de cette opération ont été déjà prises, et que vous êtes venu à la dernière minute, puisque le procès est annoncé pour que vous soyez dedans? Monsieur, nous sommes à Avipa depuis longtemps. Très longtemps, on est enregistré. Longtemps, c'est loin. C'est peut-être dire, mais... C'est imprécis aussi. Et vous savez, on ne saurait dire, parce que vous savez, vers les années 2013, 2012, par exemple, Avipa avait le bureau vers Koloma. Vous étiez membre en 2012? Très longtemps. Bien. On est tous membres, tous ceux qui sont là. J'ai tous les documents dans le sac. Maintenant, qu'est-ce qui justifie, Yamoussa, si tu me permets, qu'est-ce qui justifie que dans le lot de ces victimes non indemnisées, qu'il y a de réelles victimes? Parce que moi, quand même, j'ai couvert ce procès, de l'ouverture à la fermeture, mais il y avait quand même des victimes qui passaient, on se demandait, soit il y avait une défaillance ou un écart au niveau de l'âge, du nom, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce cas? Je n'ai pas compris. Il y avait quand même des problèmes concernant certaines victimes, soit au niveau de l'âge, au niveau de l'identité et autres. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce lot? Non, pas du tout. C'est que l'avocat nous a dit, il sait, on est reconnu officiellement, nous sommes des victimes. Qu'est-ce que vous tenez en main? Ça, c'est une carte de l'Avipa. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous? Ça, c'est Avipa. Non, c'est pour un autre membre, mais tous les documents sont là. Chacun a ça. Un carnet et une carte d'enregistrement à l'Avipa. C'est ce qui prouve à suffisance que ce n'est pas inventé. Le monsieur là, par exemple, lui, il a reçu 7 balles. Quel est son nom? Monsieur Baldé Suleiman de Kisoso. Il a reçu 7 balles. Mais c'est écrit Baldé Mamadou Saliou. Mamadou Saliou, Baldé de Kisoso. Il a reçu 7 balles. Aujourd'hui, lui, il est paralysé à vie, handicapé à vie. Est-ce que vous comprenez? Des gens comme ça qui ont été enregistrés. Si on nous dit qu'il n'est pas pris en compte, ça ne vous étonne pas? Et parmi ces victimes, aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui ont les balles dans le corps. Alors, ce que moi je ne comprends pas, vous avez eu à douter depuis qu'on vous a dit de ne pas passer devant les juges d'instruction. Là, vous avez eu à douter. Et finalement, vous avez compris que vous avez été induit en erreur par Maître DS. Selon vous? Selon vous, non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est quand on est parti dans son bureau, c'est quand le décret portant indemnisation est tombé, on n'a pas vu nos noms. On est parti maintenant à l'OGDH.
le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour nous autres victimes? Moi, je vous ai suivi, je vous ai bien suivi. Vous avez dit ici, comme vous avez dit, que tout le monde ne peut pas passer devant le juge d'instruction. Oui, justement. Et c'est à ce niveau que vous n'êtes pas passé devant le juge d'instruction. Et donc, alors que quelques victimes pouvaient représenter tout le monde, selon les dires de Maître Diès. Oui, c'est que tout à fait. Que vous avez dit tout ici. à fait, oui. Alors, à ce niveau, vous avez dit que vous avez eu des doutes à partir de là. Mais vous avez continué quand même à observer. Et c'est pourquoi maintenant ce réveil tardif? Non, c'est pas un réveil tardif. Vous savez, la plupart des victimes à Avipa sont analphabètes. Ça, je vous le dis haut et fort. Mais pas vous. Non. Pas vous. Mais on avait un avocat. On avait 11 avocats dans le collectif. Ce sont eux qui sont censés parler à notre nom. On n'avait pas le droit de parler. Donc si ton conseil te dit de rester tranquille, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux que le suivre. Tout ce qui nous est arrivé. Donc si on nous avait dit forcément de passer devant un juge d'instruction ou bien à la barre témoigner, on serait parti sans aucune Alors, comme coïncidence malheureuse ou heureuse, est-ce que parmi ceux qui ne sont pas indemnisés, il y a eu certains parmi eux qui sont passés devant, devant la barre? Justement, il y en a. Lesquels? Il y en a. Non, je ne saurais citer de nom à l'antenne ici, pour leur respect, mais... il y en a plein. Dans votre collectif? Il y en a, je vous dis. Vous êtes de l'Avipa, qui sont passés devant le juge d'instruction et à la barre. Pardon? À l'Avipa, vous êtes membre de l'Avipa. Est-ce que normalement, ce n'était pas l'Avipa qui devrait prendre tout ça en charge au lieu de créer notre collectif aussi? Non, mais écoutez, lorsque vous voyez que vous ne comptez pas pour une structure pour laquelle vous vous êtes battu durant des années, franchement, il va de soi que vous preniez votre destin en main. Mais est-ce qu'à l'interne d'abord, ces revendications ont été portées devant l'Avipa? Plusieurs fois. Et quelle a été sa réaction? On est allé voir Néné Hadja, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'est beaucoup battu, il faut le reconnaître, mais on estime aujourd'hui que Néné Hadja est épuisée. Asma Diallo, pour ainsi dire. Oui, bien. Elle est épuisée. Vu qu'elle est épuisée, nous autres, il va falloir qu'on prenne le relais de notre côté. On ne peut pas continuer à attendre. Qui ne dit rien consent. Mais nous ne sommes pas consentants. Une question, selon des informations que moi j'ai reçues, Néné Hadja vous a pointé du doigt, comme vous aimez l'appeler, Asma Diallo officiellement, vous a pointé du doigt quant à l'incendie survenu dans ces locaux il y a quelques mois. Vous le savez, vous avez été pointé du doigt. En tout cas, quelques membres du collectif ont été pointés du doigt par Asmaou qui aurait, ça je mets au conditionnel, contacté certains parmi vous pour dire attention, c'est vous qui avez fermé mon bureau, donc s'il y a des problèmes, vous en êtes responsable. Est-ce que ça a été le cas? Il y a eu un incendie là-bas? Oui, oui. Je reconnais une seule chose. Oui. Quand la CPI est venue en Guinée, j'aurais appris, parce que je ne suis pas parti à l'Avipa. Parce que ce jour, elle m'a appelé, elle me dit que les gens continuent à me menacer. Je dis quels gens? Elle me dit appelle les gens et dis-leur de ne pas m'insulter. J'ai dit ah bon, il y a des gens qui vous insultent? Elle m'a dit oui. J'ai dit ah là, moi je vais passer dans la plateforme pour leur dire d'arrêter. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Après, elle m'a dit qu'elle douterait que si ce n'est pas les éléments qui sont dans mon groupe qui sont passés cadenassés et son bureau. J'ai dit quoi? Nous, après tant d'années passées à l'Avipa, pour ne rien au monde, nous le ferons. Pour le simple respect que nous avons pour vous en tant que maire, nous ne pouvons pas le faire, c'est pas possible. Alors moi, ma question, vous avez cité le rôle de Maître DS tout à l'heure. Oui. Dans votre situation, oui. Vous appartenez à l'Avipa également, l'association qui vous défendait. Quel rôle Dame Asmao Diallo a-t-elle joué dans votre situation de mise à l'écart? Eh bien moi, je sais que quand le décret est sorti, on a dit Néné, on va aller communiquer. Communiquons. Elle dit qu'elle n'était pas prête à sortir et communiquer. Et nous autres là, qu'allons-nous faire? Elle dit de rester tranquille. En tout cas, qu'elle n'est pas prête à communiquer. Donc nous, on a dit qu'on ne pouvait pas rester sans communiquer. Dans l'affaire du 28 septembre, l'Avipa n'est pas la seule partie civile. On parle des parties civiles. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs parties civiles. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous étiez quand même enregistré sous la bannière, si on ne se trompe pas, selon vos déclarations, sous la bannière de l'Avipa. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? De l'autre côté, ça ne crie pas, mais au niveau de l'Avipa et surtout avec ce nouveau collectif-là, ça crie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et je vous dis, il y a beaucoup de parties civiles, comme vous l'avez dit.
il y a Ami Diop, il y a OGDH, il y a d'autres. Ouais. Mais l'AVIPA a plus de 800, je vous dis. Seul AVIPA a ce nombre-là. Est-ce que vous comprenez? Les autres là ne sont pas nombreux. Seul AVIPA a plus de 800 enregistrés. Vous pouvez vérifier avec eux. Donc, tous ceux qui sont dans le collectif aujourd'hui sont directement venus d'AVIPA. Donc ça veut dire que l'AVIPA n'a pas beaucoup défendu alors. Si vous êtes 700 et qu'il avait plus 800. Ce nouveau collectif. Le nouveau collectif. Le nouveau collectif, vous êtes 700. Ça veut dire que l'AVIPA Non. Nous ne sommes pas 700. On n'est pas 700. Non. Vous êtes au nombre de combien? C'est que dans les 800, lors de l'indemnisation, il n'y a eu que 160. Tenez-vous bien. De l'AVIPA. De l'AVIPA. Qui ont été indemnisés. Ou qui sont sur la liste d'indemnisation. Maintenant, nous autres là, on n'est pas 800. On est une centaine comme ça. Vous êtes 700, ce que vous... Non, nous ne sommes pas dans le collectif 700. Non. Oui, on me dit que vous êtes 700. C'est l'information que nous avons reçue. Et nous l'avons dit ici, repris devant vous ici. C'est pourquoi où sont les autres alors? Puisque quand on fait la déduction, il y aura... Il y a 640 qui doivent rester quand on enlève les 160. Et je vous dis, parmi le nombre qui reste là, nous sommes... Il y en a qui sont partis ailleurs. Je ne saurais citer voilà, il y en a qui sont partis ailleurs. Vous êtes d'accord quand même qu'il y a plus de 700 qui ne sont pas indemnisés? Ça, c'est clair. Par rapport à ce collectif-là, vous êtes au nombre de combien? Pour être le collectif, non. Précis. Les gens viennent tous les jours. Par exemple, les vendredis. Vendredi, on a une réunion. Chaque vendredi, une réunion. Non, qu'est-ce que les gens, attendez, les gens viennent tous les jours, ils quittent AVIPA, ils viennent. Mais on ne prend jamais une personne qui n'est pas enregistrée. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Parce que là, moi, je sais qu'il y a eu le collectif des victimes non indemnisées qui a fait une déclaration à la maison de la presse. C'était moi-même. Voilà, ce jour-là, on a dit que vous êtes au nombre de 700. De 700. Alors aujourd'hui, si vous nous dites que vous êtes une centaine, est-ce qu'il y a plusieurs collectifs de victimes exclus? Écoutez, s'il vous plaît. Si c'est le cas, parce que vous-même vous avez dit qu'il y a d'autres victimes qui appartiennent à d'autres structures. Alors, à ce niveau, pourquoi ne vous donnez-il pas la main pour évoluer ensemble et mener un combat commun? Eh bien, non, moi je ne voudrais pas qu'on rentre dans ça. On n'est pas 700, je le répète. Non. Dans votre collectif. C'est ça que je vous dis. Il y a une incohérence là. Non, pas une question d'incohérence. Il faut faire la part des choses. L'ensemble de ceux qui sont inscrits à l'AVIPA, c'est 800 et quelques. Ou 800, prenons 800. Maintenant, nous autres qui sommes dans le collectif, nous sommes 100. Disons, prenons 100. D'accord? On n'est pas 700. Et ceux qui sont non indemnisés sont de plus de 700. C'est cet ensemble qui s'élève à 700. Voilà, les non indemnisés au sein d'AVIPA, c'est ce qui peut aller dans ce nombre-là. Dans les conditions normales, au sein d'AVIPA, vous qui appartenez à la bannière d'AVIPA, vous devrez évoluer ensemble. Alors si vous laissez les autres qui appartiennent à la bannière de l'AVIPA aller se chercher ailleurs. Quel autre? Ben vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a 800 enregistrés. Oui. Si on enlève ça et quelques 800. Sur la liste de l'AVIPA, il y a plus de 800 ou 800. Prenons 800, vous avez dit. Tout à fait. Ceux qui ont été indemnisés, 100. 160. Donc ça va rester forcément 640 comme ça. Oui. Donc dans les 640 non indemnisés, votre collectif, vous êtes 100. Prenons 100, vous avez dit, vous êtes 100. Alors les 540 sont partis où? Aujourd'hui, d'autres sont partis, raison d'autres structures, d'autres sont restés à AVIPA. Et pourquoi? Pourtant, ils ont des dossiers comme quoi ils appartiennent à la Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque la personne sur qui vous comptez ne prenne pas ses responsabilités durant plus de 15 ans, ça, vous n'êtes pas protégé. Vous ne croyez plus à celle qui vous défend. C'est ça le problème. Vous ne croyez plus à celle qui vous défend. Non, c'est pas. C'est une question. Et vous dites que c'est maintenant que vous vous rendez compte de l'inaction, s'il vous plaît. Nous sommes dans un débat très sérieux. Oui, très sérieux. Voilà, tout à fait. On vous suit, nous sommes 4 ici, nous vous écoutons. Oui. Donc vous ne pouvez pas échapper à la vigilance de tout le monde. Tout à fait. Ce que vous venez de rappeler tout à l'heure ici, vous dites que c'est maintenant que vous vous rendez compte que pendant plus de 15 ans, celui-là qui devrait prendre en charge vos situations de manière collective ne le fait pas. Mais vous décidez finalement, et comme par enchantement, c'est à l'occasion de cette opération d'indemnisation qui vient de s'effectuer, dans laquelle opération vous n'y figurez pas.
Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme que vous faites? Non, pas du tout. Si c'était de l'opportunisme, on ne serait pas venu. C'est une manière de dire que nous sommes des vraies victimes. On n'a pas inventé. Nous sommes des témoins oculaires des faits. Est-ce que vous comprenez? Moi, vous étiez au stade? Moi, j'étais au stade. J'étais au stade. D'accord? Qu'est-ce qui vous est arrivé réellement? Moi, j'ai été blessé, bastonné au stade. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Tout à fait. Tout à fait. J'ai été blessé ici. Jusqu'à présent, vous pouvez toucher. Il y a un coup de matraque ici. La cicatrice est là et sous mes pieds. Ça est là. Le mur que j'ai escaladé ce jour, même si on met échelle, je ne peux pas escalader le mur là où j'ai vu. Voilà. Ce que je ne comprends pas, pourquoi vous menez le combat en rang dispersé? Bon, moi je n'appelle pas ça en rang dispersé. Dès lors que, et on est resté longtemps à Avipa, eux, ces gens, ils ne nous prennent pas en considération. Vous ne croyez plus à Avipa? Aujourd'hui, est-ce qu'au-delà de ces, disons, différentes dénonciations par médias interposés, est-ce que vous avez eu quand même l'idée de saisir, ne serait-ce que le ministère de la Justice pour, disons, pour des fins d'éclaircissement? On a fait une vingtaine de courriers. Une vingtaine de courriers qu'on a adressés au PM, au général Amara, à M. Gawal, au ministère de la Justice, le micro, à l'ONU Droits de l'Homme et à la CEDEAO, à l'ambassade de France, des États-Unis et beaucoup de partenaires techniques et financiers. Pourquoi? Parce que nous, le souci d'abord, c'était quoi? C'était de prendre en charge les personnes malades là. Aujourd'hui, il y a les personnes qui ont les balles dans le corps. C'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui. Si la structure qui s'est battue durant des années n'a pas pu prendre ces personnes-là en charge, moi je me demande... Et de toutes ces correspondances, vous avez obtenu combien de réponses? Beaucoup de réponses, parce que les Nations Unies, par exemple, on est en contact, ils nous ont appelés, ce Gawal nous a reçus. Vous, ce collectif? Oui, c'est ce que je dis. Les Nations Unies nous ont reçus, et M. Gawal et tant d'autres nous ont reçus. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on vous a promis? Qu'on sera indemnisé. Qu'on sera indemnisé. Et de continuer le combat, sauf jusqu'à preuve du contraire, toutes les victimes seront indemnisées. Attention. C'est M. Gawal qui vous a dit le ministre Gawal qui vous a dit de continuer le combat? Non. Qui l'a dit concrètement? Parce que là, vous avez rencontré deux entités. Attention. On est sur un plateau de télé. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous avez rencontré les Nations Unies. Quand nous sommes partis voir M. Gawal, en toute sincérité, il nous a bien reçus. Bien. Avant, ce n'était pas les victimes non indemnisées. C'était le collectif des victimes omises. C'est lui qui nous a dit qu'on n'est pas omis. D'enlever le mot omis. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment qu'on a mis victime non indemnisée. Un conseil du ministre Gawal. Voilà. Donc, est-ce que vous qui le dites, hein? Oui, c'est ça. Bien. C'est ça. Donc, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, on est parti aussi aux Nations Unies. Et aussi, ils nous ont écoutés. Ils ont pris bonne note. Non, c'est tout ce que Gawal vous a dit ou bien il vous a promis autre chose? Oui, il vous a donné une petite enveloppe pour vous soulager. Non, c'est une question. Non, il n'y a pas eu d'enveloppe. Ne soyez pas... Non, il n'y a pas eu d'enveloppe. Non. S'il y avait eu enveloppe, je vous l'aurais dit. Même si c'était le transport, je vous l'aurais dit. Voilà, mais il n'y a pas eu ça. Qu'a-t-il promis avant, après? Non, il nous a juste dit que nous serons de rester en tout cas... tranquille, nous serons indemnisés et de mettre en tête qu'on n'est pas omise, on n'est pas des victimes omises. Et M. Gawal le disait en quelle qualité? Parce que, à ce que je cherche, c'est le porte-parole du gouvernement. Il ne devrait pas être un interlocuteur officiel et direct de vous. Au fait, ça relève de la justice. Nous sommes partis vers lui, on a fait des courriers aux différents ministères. Et M. Gawal, en tant que porte-parole, on s'est dit que le message qu'on allait transmettre tomberait dans les bonnes oreilles. C'est ce qu'on s'est dit. Et c'est lui de la justice, le ministère de la justice. Il y a des réactions? Bon, quand nous sommes partis, on a laissé des courriers. On nous a programmé 2 ou 3 fois, on est parti. Mais
quand on est parti, on n'avait pas été reçu. On n'a pas été reçu. On nous a dit que l'agenda était chargé et il fallait passer encore, mais depuis lors, on n'est pas passé. Bien, aujourd'hui, quel message, puisque vous êtes sur une chaîne de télé, c'est une émission à la fois à la télé et à la radio, quel message avez-vous à l'endroit des autorités guinéennes, notamment du ministère de la Justice chargé de cette indemnisation, en tout cas de la répartition de cette indemnisation? Quel message avant de vous laisser partir? Alors, moi, nous remercions d'abord le ministère de la Justice, nous remercions l'ensemble du gouvernement et nous sollicitons une fois encore l'implication personnelle du président de la République afin que nous autres soyons aussi indemnisés, c'est-à-dire cette indemnisation en cours soit élargie à toutes les victimes. Parce que nous le sommes. On n'a pas inventé, nous sommes des vraies victimes connues. Et ce qui est grave, tenez-vous bien, on est sorti plusieurs fois dans les médias. On est reconnu comme des victimes. Aujourd'hui, on n'est pas indemnisé. On a des menaces. On reçoit des menaces anonymes. Est-ce que vous comprenez? Si nous recevons des menaces anonymes, si vous n'abandonnez pas tel dossier, mais on n'est pas prêt à lâcher. On ne lâche pas, hein. On ira jusqu'au bout. Qui vous menace? Non, des numéros inconnus. Bien. Des numéros masqués, on ne peut pas identifier la personne. Bien. Donc, mais vu qu'il y a aussi un autre problème, parce que vous n'êtes pas passé devant un juge d'instruction et à la barre non plus on ne vous a vu, est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous dites pas quelque part même que le ministère de la Justice ne vous reconnaît pas en tant que, disons, victime des événements du 28 septembre? Bien que dans le collectif, il y a certains qui sont passés à la barre, hein. Ouais. Il l'a précisé. Oui, il l'a dit. Il y en a qui sont passés devant la barre et qui ne sont pas sur la liste d'indemnisation. Et tenez-vous bien, nous avons tous nos documents. Le jour, je ne sais pas, si c'est demain, après-demain, le jour que le procès se tiendra, nous passerons en appel. Hein? En appel. Bon, je ne sais pas si c'est le procès en appel ou de Bienvenue Lama. Maintenant. Non, il y a Bienvenue Lama. Ils ne sont pas jugés encore. Donc nous attendons le jour que le procès se tiendra. Nous Bien. allons, Et aujourd'hui, vous ne comptez que sur le président parce que... Vous estimez que le ministre ne veut pas faire votre affaire? Non, on ne dit pas que le ministre ne veut pas. Vous ne l'avez pas mentionné. Oh, non, on ne dit pas que le ministre ne veut pas. Le ministre de la Justice, non. Jusqu'à preuve du contraire, il a la bonne volonté. Nous comptons fermement sur le ministre en tant que garant de la justice. Bien, ce qui est déjà compris. Hein. S'il n'y a pas de... Bon, c'est bon, je pense que c'est fini avec les questions. Merci, monsieur Diallo. Oui, alors, un dernier mot, et c'est à l'endroit du collectif. Et je remercie notre coordinateur Afizi Oubadi, qui est notre coordinateur du collectif, et l'ensemble des membres du bureau, et tous les membres du collectif. Nous appelons tous les autres qui n'ont pas retrouvé leur nom sur le jugement de nous rejoindre afin qu'on puisse mener le combat ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que notre revendication sera prise en compte. Bien. Monsieur Alseni Diallo, membre du collectif des victimes non indemnisées, il est également le porte-parole de ce collectif. Il était notre premier invité. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur Abdallah. Merci à tous les autres. Merci. On parle de cet autre sujet, paiement des arriérés de salaire, régulation des primes pour certains et intégration à la fonction publique pour d'autres. Les enseignants contractuels de Guinée, qu'ils soient retenus, non retenus ou issus de Conakry, ont décidé de s'unir pour former une coalition. Objectif, parler d'une seule voix pour faire entendre leurs revendications. Ensemble, suivons ces précisions dans ce reportage d'Ansou Baïlo Baldé. Autour de la table, ils forment la coalition des enseignants contractuels communaux retenus, non retenus et ceux de Conakry. Chacun a une revendication particulière en son nom, mais ils veulent aller tous ensemble. Les enseignants communaux retenus réclament 9 mois d'arriérés de salaire au compte de 2024 et les non retenus au concours de la pratique de classe, eux, demandent non seulement des arriérés de salaire, mais aussi leur intégration à la fonction publique. Donc nous, on a décidé de prendre la parole pour dire à l'État que les arriérés ne sont pas payés. Arriérés de salaire, arriérés de primes ne sont pas payés. Les primes de zone ne sont pas régularisées. Ceux qui sont dans les secteurs prennent les mêmes primes que ceux qui sont dans les centres-villes.
C'est ce que nous avions étudié au niveau des ENI, au niveau de ISEG, au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Et nous pouvons mieux servir notre pays à travers l'éducation en étant dans les salles de classe. Partout où besoin se trouve aujourd'hui. Le troisième groupe qui complète la coalition sont les enseignants contractuels de Conakry. Ces derniers demandent à leur tour leur engagement à la fonction publique. On interpelle toutes les personnes de bonne foi de faire face à la situation des enseignants contractuels et de Conakry et ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui réclament aussi les arriérés de salaire, les primes, de les payer. Nous sommes les enfants de ce pays. Réussir en Guinée, c'est possible. Raison pour laquelle on croit, on a refusé de partir. Il a été dit qu'il y aura une identification des enseignants contractuels dans un cadre général. Donc qu'ils commenceront l'opération d'identification et de biométrie à l'intérieur du pays. Après terminer maintenant par ceux de Conakry, chose qui n'a pas été faite pour la zone spéciale de Conakry. Donc nous demandons à l'État de corriger cette injustice qui a été effectuée à notre égard. Ils attirent l'attention des autorités sur leur situation en attendant l'ouverture prochaine des classes. Vous l'avez déjà compris, la situation des enseignants contractuels retenus, non retenus et ceux de Conakry. Mais cette question, comment comptent-ils obtenir gain de cause? Pour en discuter, nous avons au bout du fil M. Mohamed Guilavogui, le coordinateur général adjoint des enseignants contractuels de Conakry. M. Guilavogui, bonjour, bienvenue dans le scanner. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. Bonjour Monsieur Guilavogui. Mohamed Guilavogui, coordinateur général adjoint des enseignants contractuels de Guinée au bout du fil. Bonjour Monsieur Guilavogui. Oui, bonjour à vous, bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs en direct. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'intervenir sur Kavi Média dans cette émission Le Scanner. Bon, merci beaucoup. Nous parlons de votre situation. Hier, vous avez décidé de faire un front commun, c'est-à-dire les anciens retenus, non retenus, et ceux de Conakry qui s'unissent pour une même revendication. Les revendications, quand même, sont diverses, il faut le rappeler. Aujourd'hui, pourquoi ce front commun? En fait, coalition est une union sacrée des enseignants contractuels communaux, admis et non admis, et ceux de Conakry. Elle est basée sur des points de revendication qui sont notre intégration à la fonction publique sans condition. 2. Le paiement des arriérés des 9 mois de prime aux enseignants communaux. 3. C'est la régularisation des primes de zone des enseignants communaux. 4. C'est l'application des 25% d'augmentation sur leur salaire de ceux-là qui sont déjà engagés, les 10 000 qui sont engagés. Donc le président de la République avait demandé d'ajouter 25% sur leur salaire afin de les encourager, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte d'aller enseigner à l'intérieur du pays. Voici en quelques mots la levée du rideau, quoi. Bien. Alors, pour les enseignants contractuels non engagés, vous exigez à ce qu'ils soient engagés sans condition. Pensez-vous pas que c'est une peine perdue, étant donné qu'on ne peut pas intégrer la fonction publique sans concours? Sinon, les 10 000 que vous citez qui ont été engagés sont passés par concours. Pourquoi vous ne voulez pas passer par un concours et vous exigez des conditions préalables? Merci beaucoup pour cette question. La question est la bienvenue. Je vais vous répondre clairement. 1. Ceux qui ont été engagés, on était dans la même situation qu'eux. On a fait une première réunion à la bourse de travail. Nous avions unifié toutes les listes, c'est-à-dire les enseignants contractuels communaux et ceux de Conakry. La liste a été unifiée.
Il a été dit au MAPD, à l'époque c'était le ministre Maurice Condé qui était le ministère de l'administration des territoires de la décentralisation. Après l'unification de la liste, c'est-à-dire les communaux et ceux de Conakry, il a été dit, nous allons commencer l'opération d'identification par ceux de l'intérieur, après les biométrisés. Après, nous allons terminer par ceux de Conakry. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième processus, c'est l'évaluation ou la pratique de classe. Toujours par l'intérieur et terminé par Conakry. Et c'est ce qui a été toujours fait. Ils ont commencé par l'intérieur, ils ont identifié ceux de l'intérieur, ils ont biométrisé ceux de l'intérieur. Maintenant, ils ont évalué ceux de l'intérieur. Conakry est resté maintenant inerte. Vous avez vu un peu le pacte. Donc, on a fait les débats. Pourquoi vous ne voulez pas nous évaluer? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse la pratique de classe? Pourquoi vous ne voulez pas nous identifier? Et pourtant, nous avions servi au même titre que les autres. Pourquoi cette différence? La question n'a jamais été répondue. Voici un peu la réponse à votre question. Alors, cette question a été posée à qui pour ne pas être répondue? C'est la première question. La deuxième question, il y avait quand même de coordination, si vous voulez comme ça, des collectifs qui réunissaient ces enseignants contractuels communaux, mais aussi ceux de Conakry, notamment ce collectif de Mabinti. Qu'est-ce qui est devenu ces collectifs-là et quels sont vos rapports actuellement? Nos rapports sont bons. On a travaillé ensemble. Monsieur Anthony Mabinti et nous avions travaillé à la bourse de travail devant les syndicats. Et c'est les syndicats qui ont demandé d'unifier la liste. La liste a été unifiée. Monsieur Anthony Mabinti était dans la commission, j'étais dans la commission. Nous sommes allés à la fonction publique, les listes ont été unifiées. Est-ce que vous le comprenez? Les listes ont été unifiées. À la fonction publique, toutes les parties étaient là-bas, les syndicats, les patronats et les représentants du gouvernement. Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'éducation d'alors, M. Guillaume Aouin, il était là-bas. Ils étaient tous à la fonction publique. Donc quand on a fini d'unifier la liste, il était question de commencer par ceux de l'intérieur. Et puis terminer maintenant par Conakry. Même le protocole d'accord qui a été signé, c'est ce qui est écrit dedans, hein. On commence d'abord l'identification par ceux de l'intérieur et puis terminer par ceux de Conakry. Voilà. Alors, la question... Oui, allez-y. On est d'accord sur toute la ligne. C'est de dire que quel est son niveau d'engagement et est-ce que ce n'était pas les mêmes collectifs qui devraient pouvoir porter vos revendications et vous restez à côté? Mais bien sûr, c'est que nous sommes en train de... C'est pourquoi les admis, maintenant nous ont rejoint, les admis nous ont rejoint, les non-admis et ceux de Conakry, nous conjuguons aujourd'hui le même verbe. Mais il faut quand même s'y aller. Il faut quand même s'y aller, Mohamed, si tu me permets juste une minute. Il faut quand même s'y aller. Il faut quand même s'y aller que ceux de Conakry n'étaient pas officiellement reconnus par le gouvernement. Un ministre l'avait déjà rappelé lors d'une de vos rencontres. Donc aujourd'hui, ceux de Conakry est un cas particulier. On a ceux retenus et ceux non retenus. Conakry est la troisième vague qui vient s'ajouter à ce lot. Exactement. C'est pas il n'est pas connu. Le cas est connu. On a du mal à vous recevoir, monsieur Guilavogui. Oui, déplacez-vous un tout petit peu. Oui, nous vous recevons. Allez-y. Voilà, je dis, c'est pas un cas qui n'est pas connu, quoi. C'est pas un cas qui n'est pas connu. Le cas de Conakry est bel et bien connu. Il n'y a pas une institution en République de Guinée où on n'a pas tapé de la porte. Il n'y en a pas. On est allé à la primature, on est allé à la fonction publique, on est allé au PPA, on est allé au CND, c'est-à-dire le Conseil national du dialogue social. On est allé là-bas. Donc ils nous ont promis qu'on est parti au CNT. Donc ils nous ont promis qu'ils vont essayer de retirer le tir. Parce que c'est une injustice. On ne peut pas dire qu'on va les liste et identifier les autres et les soumettre à une pratique de classe. Nous ne refaisons pas une pratique de classe. Pour connaître un enseignant, s'il est enseignant ou il n'est pas enseignant, c'est dans la classe.
Je crois que c'est dans la classe, c'est plus simple que ça. Nous ne refusons pas une pratique de classe. Maintenant, c'est les vacances, l'État peut nous appeler. On dit d'accord, vous revendiquez, vous êtes des enseignants, on va vous soumettre à une pratique de classe. Ils vont nous soumettre à des pratiques de classe. Ceux-là qui vont tenir seront retenus. Monsieur Guillavougui. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui quel argument vous offrez quand même, disons, face à l'État pour régulariser notamment la situation de ceux de Conakry et les non-admis. Sans concours. Sans concours. Précision importante. D'accord. Maintenant, je peux vous dire, si toutefois l'année prochaine arrive et que notre situation n'est pas régularisée, les 10 000 enseignants comme nous vont nous rejoindre. Ils vont quitter les salles de classe pour nous rejoindre. Ils vont quitter les salles de classe pour nous rejoindre. C'est eux qui vous ont dit ça, c'est eux qui vous ont donné cette garantie. C'est des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. C'est une fuite à l'avance. Vous voulez boycotter la rentrée, la prochaine rentrée. Mais bien sûr, on ne peut pas enseigner. Regardez, demandez à Ansoubaldé, là où moi je logeais, on m'a délogé. Oui, on a vu le reportage quand même sur Kavi. Chez nous, nous l'avons diffusé. Merci beaucoup. J'ai été délogé faute de quoi je suis incapable de payer mon loyer. Et il faut que les autres aussi nous aident, ceux-là qui sont engagés. Ceux-là qui sont engagés, il faut qu'ils nous aident. S'ils ne nous aident pas, c'est pas bon. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre leurs parents pour les engager à la fonction publique. Et les gens, là, quand ils rentrent dans la fonction publique, qu'est-ce qu'ils font? Au niveau de l'éducation, au département de l'éducation, ils changent de département. Toujours, la liste de l'enseignement reste gonflée, mais sur le terrain, il n'y a pas d'enseignants. Ceux-là qui se réclament, qui sont des enseignants, ont plus de dépenses. Dès qu'ils sont admis, la liste reste gonflée sur le papier. Il n'y a pas d'enseignants. Le ministre des Déplacés, il est à Djérékoré. Quand il est allé à Djérékoré, il a vu, il y avait un manque criard. Le ministre de l'Éducation, l'actuel ministre de l'Éducation, il y a un manque criard qui ne dit pas son nom. Mais aucun n'en parle. Aucun n'en parle. Les enfants aujourd'hui, les écoles, les établissements publics sont appliqués. Il y a à l'intérieur, malgré il y a 10 000 qui sont engagés, non? C'est des reportages à l'intérieur du pays. Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Les gens sont rentrés, ils ne veulent pas aller enseigner. Nous qui voulons enseigner, ils refusent de nous prendre. D'accord. Monsieur Guillavougui. Oui. D'abord, question de précision. Il y a 3 cas ici. Il y a le cas des enseignants contractuels admis, il y a le cas des non-admis et ceux de Conakry également. Question de précision, vous retrouvez dans quel lot? Deuxième question, et comment comptez-vous obtenir gain de cause alors que vous n'avez pas les mêmes revendications? Maintenant, le premier point, je relève d'abord de la zone spéciale de Conakry. Je suis le coordinateur général adjoint des enseignants contractuels de Conakry. Bien. La deuxième question, les non-admis, c'est-à-dire ceux de les communaux, les non-admis. Parmi eux, il y a certains qui ont passé toutes les opérations qu'un fonctionnaire doit faire. C'est-à-dire, ils ont fait le pré-enrôlement, ils ont fait la biométrie. Quelqu'un qui fait la biométrie, comment vous pouviez l'exclure? C'est impossible. Quelqu'un qui a fait déjà la biométrie, comment vous pouvez l'exclure? Vous ne pouvez pas l'exclure, c'est impossible. Donc les non-admis aujourd'hui demandent leur régularisation à la fonction publique. Ils veulent aussi leur intégration. Ce qui est... Donc allez-y. Nous aussi, vous comprenez? Vous aussi, vous exigez votre intégration à la fonction publique, sans concours. Non, on n'a pas dit sans concours. Pourquoi on dit sans concours? Vous avez dit sans condition. Sans condition, c'est sans concours. D'accord, sans condition. Mais si l'État demande, nous ne faisons pas un concours aussi.
nous ne retrouvons pas un concours, mais le mieux de connaître un enseignant, c'est en pratique de classe. Bien. Oui ou non? Bien. Alors, enlevez sans condition dans votre slogan. D'accord. Ils n'ont qu'à faire la même chose qu'ils ont fait à ceux de l'intérieur. Bien. Donc, ils n'ont qu'à effectuer la pratique de classe, connaître qui est enseignant, qui ne. Le mieux de démissionner les enseignants, c'est en pratique de classe. Point là. Bien. Alors aujourd'hui avec cette pluralité quand même, disons, de revendications, parce qu'on en assiste à plusieurs revendications à la fois, est-ce que cela ne vous semble quand même pas vous faire perdre d'objectifs? Je ne sais pas compris la question. J'ai dit avec ces revendications, c'est-à-dire qui éclatent, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 3 revendications aujourd'hui que vous avez sous la main à défendre face à l'État. Est-ce que cela ne semble pas vous faire perdre, disons, l'objectif? Non. Ça ne peut pas nous faire perdre. Où nous conjuguons le même verbe. C'est-à-dire, même si un seul cas, parmi les 2 cas là, ne sont pas régularisés, on n'est pas prêt pour reprendre les cours. On n'est pas prêt pour reprendre les cours. Bien. Donc, d'où ma question, comment comptez-vous? On va aller en pause, hein, Yamoussa, ça c'est une obligation commerciale. On vous revient après la pause. Je rappelle que vous êtes monsieur Guy Lavogui Mohamed, coordinateur général adjoint des enseignants contractuels de Conakry. Avec vous, nous parlons de la situation des enseignants contractuels communaux de la République de Guinée, puisqu'il y a ceux engagés, ceux non engagés et ceux de Conakry. On poursuit le débat avec vous après la pub. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus, au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois. Deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner. Vous êtes sur Kavi Média 600. Maintenant, vous nous prenez en marche. Merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous parlons de la situation des anciens contractuels de Guinée, anciens contractuels retenus, non retenus, et ceux de Conakry qui s'unissent pour faire front commun afin de satisfaire les différentes revendications. Avec nous, notre invité, Monsieur Mohamed Béavogui, qui est coordinateur, Guy Lavogui, pardon,
qui est coordinateur général adjoint des anciens contractuels de Conakry. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Guilavogui est au bout du fil? On va essayer de le joindre avec la réalisation. Mais d'ici, et là, on parle de la situation, comme je vous l'ai dit, des anciens contractuels communaux retenus, non retenus, ceux de Conakry dans cette émission. Monsieur Guilavogui, rebonjour. Oui, allô. Rebonjour, monsieur Guilavogui. Ouais. On parlait on parlait de ces différentes conditions. Il y a Moussa Cheikh qui vous rappelait que vous devrez quand même exclure ce mot sans condition, peut-être aller avec la pratique de classe comme vous l'avez souhaité. Ou comme vous le souhaitez. Nous le souhaitons à 100%. Et puis ça sera une manière encore de dénicher parmi nous les mauvais grains. Parce qu'on ne peut pas se réclamer, on est enseignant. Bien. On ne peut pas tenir une classe, oui ou non? Oui, c'est normal, hein. C'est normal pour les enseignants. Voilà, donc c'est pourquoi nous demandons, effectivement, ce que l'État est en train de faire, nous encourageons. Parce que là, c'est pour connaître qui est enseignant, qui ne l'est pas. Bien. Maintenant, pouvoir faire un concours comme ça, là, même ceux-là qui ne sont pas sortant des écoles normales, ou bien les écoles qui sont censées de fabriquer les enseignants qui sont directement déversés dans les établissements, peuvent postuler, ils vont postuler. J'ai suivi une émission dans... Ce qui est déjà compris. Largement, il faut dire que aujourd'hui, vous souhaitez à ce qu'on vous évalue selon la pratique de classe. Ce que vous souhaitez à ce qu'on paye les primes comme demandé par l'autre catégorie. C'est ce que vous demandez en gros. Exactement, qui fasse la même pratique de classe que ceux de l'intérieur. Nous l'exigeons. Nous l'exigeons. C'est nous qui exigeons cela. Bien, ce qui est déjà compris. Merci, monsieur Guilavogui. Merci d'être intervenu sur nos antennes. Alors, merci beaucoup à vous. Merci. Et on poursuit cette émission, on prend la direction de la Côte d'Ivoire. Une semaine après la marche organisée à Yopougon par le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI RDA de Tidjane Thiam, le projet de 4e mandat de président Alassane Dramane Ouattara continue de susciter de vives contestations. Il faut le rappeler, le parti de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, est catégorique. Pas question d'un nouveau mandat pour Ouattara, une sortie qui alimente déjà les débats, d'autant plus que ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ne sont ou ne figurent sur la liste électorale à Diallo. Justement, Laurent Gbagbo quand même qui continue de surprendre l'opinion publique ivoirienne, notamment plusieurs observateurs que nous avons pu recevoir ici dans cette émission, et un peu partout à travers le monde, qui pensaient que l'ancien président était enterré politiquement et qu'il n'avait pas cette capacité de mobilisation. Eh bien, nous avons vu que la mobilisation de nos fautes et ce meeting du 14 août en dit long assez sur la capacité de mobilisation de Laurent Gbagbo. Alors, partons de la jeunesse de cette crise qui va crescendo et que nous avons rappelé ici, justement, la nécessité, et pour la CEDEAO, et pour l'Union africaine, pour les institutions internationales, d'intervenir au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que honnêtement, tous les ingrédients sont là. Alors, c'est parti de cette exclusion qui concerne plusieurs membres de l'opposition, pour ne pas dire tous les membres de l'opposition, parce que l'essentiel... En tout cas, les figures majeures, celles qui comptent quelque chose. Alors, il y a d'autres aussi qui sont là, qui appellent au dialogue, à la paix, mais qui sont considérés comme étant des figurants du pouvoir. C'est ce qu'on dit. C'est pourquoi je comprends pourquoi nous n'avons pas pu avoir certains dans cette émission ici. C'est parce que tout simplement, il y a certains qui sont considérés déjà comme étant des figurants et qui roulent en réalité pour le pouvoir. Alors, nous avons les principaux leaders, en l'occurrence l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous avons Tidjane Thiam, ancien ministre et fonctionnaire international. Nous avons Guillaume Soro, que nous avons connu tous en Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, et donc un ancien collaborateur d'Alassane Ouattara, avec qui il a mené le combat pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Alors, nous connaissons la situation actuelle de cette CENI, qui pose problème au niveau de la Côte d'Ivoire. CEI, alors. La CEI, la Commission électorale indépendante. Nous connaissons, disons,
aujourd'hui les rapports entre Laurent Gbagbo et le pouvoir d'Abidjan, et tout cela est parti de cette exclusion politico-juridique. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas, puisque ce sont des acteurs politiques et des surcroît. L'autre a été un ancien président de la Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit ce qui pouvait justifier justement cette élimination, on peut voir, disons, l'angle politique. Et pourquoi l'angle politique? Parce que vous vous rappelez que Laurent Gbagbo a été, disons, jugé au niveau de la Cour pénale internationale. Le procès a eu lieu. D'abord une détention de plus de 10 ans. Après, le procès s'est intervenu. Finalement, il a été acquitté. Et c'est pendant qu'il était au niveau de la Haye qu'on a jugé Laurent Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire par contumace. Il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Je crois que ce sont les mêmes accusations qui ont été portées contre son ancien ministre, en l'occurrence Charles Blé Goudé. Et donc, finalement, tout est parti de là. Alors, c'est à se demander, est-ce que si réellement le pouvoir d'Ivoire avait bien voulu qu'il y ait ce qu'on appelle un dénouement de la crise ivoirienne, ce n'était pas de procéder à une amnistie. Encore une fois, c'est une initiative, disons, présidentielle et à la fois parlementaire. Donc, ça pouvait aboutir à cela et finalement dénouer la crise. Alors, nous avons reçu des observateurs qui nous disaient à un certain niveau que la volonté ou la mission de Laurent Gbagbo n'est pas, disons, d'être, disons, définitivement au niveau de l'exécutif ivoirien, mais c'est pour justement laver son honneur et se blanchir politiquement. Alors, et on s'en rend compte que tout est parti de cette volonté d'exclure tout le monde et de faire ce qu'on appelle un 4e mandat qu'on considère par ailleurs comme étant illégal. Une stratégie qu'il faut quand même dénoncer. Et quand l'actuel président Alassane Dramane Ouattara ou la CEI procédait à cette élimination, Ouattara a toujours gardé le suspense sur sa candidature. Absolument. Après, c'est son parti qui le plébiscite. Après, observateur après observateur, dans cette émission, nous sommes restés là-dessus et de quand même ont donné leur tête à couper ici dans cette émission que Ouattara viendra et va se présenter. Justement. Se présenter dans le discours de Ouattara, nous avons quand même senti cette phrase qui a piqué, qui a choqué plus d'un. Nous allons transmettre après le flambeau à la nouvelle génération, mais il y a des choses qu'il faut régler à 84 ans. Justement, à 84 ans, et Gbagbo est parti d'une formule propre à lui pour justement retracer tout ce que vous venez de rappeler. Pour le premier temps, Ouattara, dit-on, vous savez que le feuilleton politique a commencé à longtemps, c'est par les enseignants. On se rappelle, en 2024, il y avait un collectif d'enseignants déjà qui avait commencé, disons, de baliser le terrain, une coalition qui regroupait, disons, des milliers des enseignants ivoiriens pour appeler Ouattara justement à se présenter à la prochaine présidentielle. Alors, entre-temps, le suspense a été gardé, mais pour Gbagbo, c'est un discours politique, mais on peut bien suivre les choses et comprendre ensemble. Il dit que quand on l'avait posé la question, il dit qu'il réfléchissait. Et de son constat, c'est après que Ouattara ait visité l'Élysée, il est revenu pour dire je vous ai entendu, je serai candidat. Et donc pour lui, il se pose la question si c'est l'Élysée qui décide de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce sont les propos de Gbagbo. Parce que je rappelle tout cela parce qu'il a même rappelé les causes mêmes qui ont, disons, pour lui, ont poussé la France, parce que c'est comme ça qu'il a dit, de bombarder son palais présidentiel. Et si c'est ce qui, justement, fera répéter l'histoire se répétera. Je crois que c'est un couteau à double tranchant, c'est un discours qui en dit long assez. On a suivi quelqu'un qui, quand même, de par l'expérience, n'a pas bien voulu jouer avec les mots, qui a été prudent. Mais je crois que les mots ou le discours qu'il a été tenu avait toute sa, disons, sa portée, parce que tout simplement, il a rappelé justement par le fait que ce qui est illégal est inadmis et qu'en aucun cas, lui, Gbagbo, personnellement, il n'acceptera un 4e mandat. Et il prépare ses militants à ne pas accepter un 4e mandat. Oui, là, on pourrait même rejoindre, peut-être, recouper les deux sorties. Tidjane Thiam, qui a aussi livré une sortie juste avant la déclaration officielle de Ouattara, qui avait dit que lors d'un échange avec Ouattara, le président Ouattara lui avait dit qu'il n'allait pas se présenter, ce que lui aurait poussé à se présenter comme candidat. Malheureusement, à la dernière minute, il estime que Gbagbo ayant compris, je dis Gbagbo, Ouattara ayant compris qu'effectivement si Tidjane passe, Tidjane allait rafler le suffrage universel ou les urnes, il a carrément bloqué
le chemin, ce qui a permis à la CEI de les disqualifier. Ce sont aussi des propos de Tidjane Thiam. Justement, ce sont des propos de Tidjane Thiam. Je crois que, heureusement pour le pouvoir en place, on ne peut pas nier, puisque quand même publiquement, on a entendu Ouattara dire ici, à 70 ans, c'est bon, on ne peut plus faire, on n'a rien à prouver. Bien. Ça, c'était bien avant le 3e mandat. Il le disait ici, il avait fait croire à tout le monde, y compris ses proches, que lui, après les 2 mandats, il s'en allait. Sauf qu'en politique, on ne ment jamais. Oui, justement. On ne dit pas toute la vérité. Oui, c'est dans une série hollywoodienne qu'il a pu organiser justement ce semblant des dauphins, en l'occurrence Amadou Gon Coulibaly. Finalement, nous avons vu ce qui s'est passé. Et là aussi, on parle d'un cas de force majeure. Et bien finalement, de 3 à 4, je pense que c'est là où nous avons dit que tout était réuni. Et pour finir, je crois qu'ils l'ont dit, les opposants, les militants, les observateurs, le problème n'est même pas le 4e mandat, mais surtout l'exclusion des principaux candidats. On exclut les autres. Et vous permettez de faire ce qui est illégal. Bien. Parce que voilà, tout le monde est conscient que la révision constitutionnelle qui est passée en 2016, tout est parti de là pour pouvoir sauter le verrou et, selon le Conseil constitutionnel, reprendre le compteur à zéro. Et ce qui a permis M. Ouattara de s'offrir justement un 3e mandat. Et maintenant, nous nous acheminons vers un 4e mandat. Ça aura lieu ou pas de ce que nous vivons et de ce que nous observons. Tout est là pour que l'histoire se répète en Côte d'Ivoire. On ne le veut pas, c'est pourquoi nous le disons. Et c'est clair. Bien. Voilà. La démocratie avait-elle sa place en Afrique? Nous continuons sur le continent et nous nous dirigeons vers le Mali, où le 18 août 2020, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta était renversé par des militaires à Bamako. Un an après, un autre groupe opère un autre coup d'État pour, dit-il, une mauvaise gestion du pays. Et depuis, le régime du pays et le régime issu de ce coup d'État est toujours en place, dirigé par le général aujourd'hui Assimi Goïta, le Mali, qui a rompu ses alliances et s'est rapproché de nouveaux partenaires comme la Russie, semble ne toujours pas trouver la réponse aux défis sécuritaires. 5 ans après le putsch, la menace djihadiste reste persistante et la promesse d'un nouveau Mali tarde à se concrétiser. D'ailleurs, l'ex-premier ministre doit désormais croupir derrière les barreaux. La sentence est tombée hier avec vous. Mohamed Leba, on décortique, on décrypte cette actualité. Il faut quand même dire que le coup d'État du 18 août 2020, vous l'avez rappelé, est mené d'alors par le colonel Assimi Goïta contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, marqué quand même en tournant disons, dans l'histoire récente du Mali. 5 ans plus tard, le bilan du régime, disons, militaire se révèle aujourd'hui contrasté, oscillant entre revendications et souveraineté notamment retrouvées, ce qu'on disons clame haut et fort du côté du Mali, et dégradation sécuritaire, économique et démocratique. Vous l'avez également rappelé aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dit depuis de 2020 jusqu'à aujourd'hui, les mêmes mots persistent du côté du Mali. Nous allons nous prêter à cet exercice de faire une analyse multidimensionnelle pour permettre à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent de comprendre réellement et de dresser eux-mêmes à ce bilan, notamment du côté du Mali. Nous allons quand même commencer par l'historique, notamment le contexte historique et surtout la consolidation du pouvoir d'Assimi Goïta. Il faut quand même rappeler ce que vous venez de dire, ce double, disons, coup d'État après le renversement d'Ibeka en 2020. Assimi Goïta a orchestré un second, disons, coup d'État en mai, c'était en mai 2021, c'était contre le gouvernement de transition dirigé par Bandao et qu'il jugeait trop proche des intérêts occidentaux. Alors, de là, nous avons assisté à une prolongation indéfinie du régime, initialement prévue ou promise pour 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes encore en transition du côté du Mali. La transition a été étendue à 5 ans. Goïta, qui a été finalement promis général, disons, général d'armée en 2024, s'est vu octroyer un mandat présidentiel illimité et à travers un décret en juillet 2025 et notamment aussi suspendu des partis politiques. Ce qui revient à dire qu'il y a quand même, disons, un parti au niveau de ces pays, de ces 3 pays de l'AES, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, presque les mêmes
les mêmes opérations, notamment au sein de ces différents pouvoirs qui s'opèrent à chaque fois, et parce qu'on n'a pas cessé de les appeler ici comme étant des bébés siamois. À chaque fois, des réalités qui germent quand même du côté du Burkina Faso. Et quelque temps après, vous assistez à la naissance des mêmes réalités du côté du Mali ou du côté du Niger. Donc, de là, nous avons assisté à des réalignements, disons, géopolitiques majeurs, parce que quand même, il faut le dire, ce pourquoi le pouvoir de Bandao a été quand même, lui a été retiré par Assimi Goïta, parlant du rapprochement, de trop de rapprochement avec les Occidentaux. Donc, finalement, après, nous avons assisté à ces réalignements géopolitiques majeurs, notamment la rupture avec la France et l'Occident. Il faut quand même le dire. Le régime a expulsé les forces françaises et les missions internationales, notamment au niveau de la MINUSMA, Barkhane, et puis ça c'était en 2022-2023, accusant Paris d'ingérence. Partenariat stratégique avec la Russie aujourd'hui, le Mali qui a commencé avec Wagner et qui a terminé pour le moment, il faut quand même le dire, parce que il y a African Corps qui est encore au niveau du Mali, notamment avec l'envoi de, selon nos informations, de 1000 mercenaires qui sont déployés. Cette alliance s'accompagne notamment d'une rhétorique anti-impérialiste et d'un soutien populaire initial. Alors, sauf que African Corps est quand même dirigé par le ministère de la Défense russe. Évidemment. Donc c'est là aussi, vous allez comprendre encore aujourd'hui cette souveraineté tant réclamée et prônée par le Mali n'est pas encore effective, parce que là on parle d'une dépendance notamment sur le côté ou le plan sécuritaire vis-à-vis du Mali. On a parlé de la création notamment de cette alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger, également dirigée par des jeunes. Le Mali a naturellement quitté, disons, la CEDEAO en janvier 2025. Ça a été acté. C'est aujourd'hui un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Une situation sécuritaire aujourd'hui, il y a eu quand même des victoires très éphémères, il faut le dire, à travers aujourd'hui concernant le djihadisme qui bat son plein dans le pays. Donc le côté sécuritaire, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, parce qu'il faut quand même parler ou commencer par ce succès ou ces succès symboliques, notamment la reprise de Kidal en 2023, qui s'avère quand même comme étant bastion historique des rebelles Touareg, qui a été présenté comme une victoire majeure des forces maliennes et de Wagner. Mais au-delà de tout, nous l'avons rappelé dans cette émission, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dites par rapport à la gestion de Wagner, ce qui a amené notamment à ce changement, à ce sursaut, disons, par rapport à ce changement. Il faut le préciser, il y a aujourd'hui une détérioration globale, notamment le contrôle territorial, parce qu'il y a 70% du pays, notamment le nord, le centre, qui échappe toujours au contrôle de l'État. Donc ça veut dire que cette victoire, notamment la reprise de Kidal, voilà, c'est une victoire éphémère d'une courte durée, parce que pour le moment, il faut dire, au-delà de cette récupération, l'enjeu est aujourd'hui majeur sur le plan sécuritaire. Il y a des violences contre les civils, les exactions attribuées à Wagner, des non-dits de la gestion de Wagner ou de passage de Wagner au Mali. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes avec l'African Corps. Il faut aussi parler de ce déplacement, notamment de la population. On parle de 400 000 déplacés, notamment internes en 2024, contre 100 000 en 2020. La transition politique, aujourd'hui, avec la classe politique qui est divisée autour d'une question. Est-ce qu'il y a même une classe politique? Non, ben, elle existe. Les partis sont dissous. Officieusement. Elle existe. Oui, les partis sont dissous. Il n'y a plus de partis
formations politiques existent, mais officieusement. Les noms sont là encore. Les revendications sont portées, mais de façon informelle, il faut le dire, parce que toutes les voix, quand même, disons, discordantes, pour le moment, au Mali, on n'en voit presque pas. Les revendications en cascade ou en continu, il y a quand même ce verrouillage institutionnel. Aucun calendrier électoral n'est pour le moment établi. Le limogeage du Premier ministre civil Choguel Maïga, dont le cas vous avez rappelé, en 2024, limogé en 2024. 2024, aujourd'hui, qui se retrouve derrière les barreaux. La dernière fois, on a assisté à une prolongation, disons, de son garde à vue. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un cocktail de problèmes. De l'autre côté, il y a notamment la répression quand même des dissidents, l'arrestation de militaires critiques, disons en avril 2025, la suspension des partis politiques, l'espace civique qui est aujourd'hui confisqué selon des ONG. De l'autre côté, au même moment où on assiste notamment à la fermeture ou à la suspension, à la dissolution des formations politiques, au même moment, nous assistons à cette propagande notamment nationaliste, parce que le régime aujourd'hui met en avant une souveraineté retrouvée et une dignité face à l'Occident, après, disons, après être divorcé de la France et presque de tout l'Occident, il faut le dire, même si aujourd'hui en partie sur le plan sécuritaire on dépend encore de la Russie. Il faut dire que la situation économique au Mali reste, c'est une situation encore assez résiliente, pour ne pas dire fragile, surtout en termes d'approvisionnement. Il faut quand même... Oui, avant Mohamed, avant de te laisser continuer, il y a quand même ce putsch manqué qu'il ne fallait pas quand même mettre de côté. Un putsch manqué entre griffes, annoncé par les autorités maliennes. On annonce l'arrestation de 2 généraux. Donc, au-delà même des partis politiques, on a même au sein même de l'armée cette instabilité qui règne. Parce que le gouvernement malien l'a dit, on les a donné honneur, on les a donné grade, mais malheureusement, ils ont trahi. Et les autorités maliennes pointent du doigt la France. On leur a donné honneur, et puis le grade, tout, finalement, on se retourne contre, c'est-à-dire la main qui a donné. C'est une situation très difficile aujourd'hui à décrire par rapport. Mais en fait, c'est une réalité aussi assez commune par rapport quand même à l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et on a connu la situation, c'est-à-dire, disons même pareil, dans beaucoup de pays que je ne vais pas citer ici, et que les auditeurs même s'en rendront compte, il s'agit de quel pays, notamment en Afrique, par rapport à ces questions liées au coup d'État. Finalement, parfois, on se dit que ce sont des coups d'État préfabriqués pour dire non, pour orchestrer, disons, certaines décisions qui pourraient s'avérer anticonstitutionnelles ou pour justifier inconstitutionnelles ou pour justifier certains actes qu'on pourrait, disons, qualifier de disproportionnés. Et ce qui est encore davantage aujourd'hui un peu choquant par rapport à la gestion de la transition malienne, c'est cette croissance, notamment par rapport à la fragilité de l'économie. Parce qu'à un moment donné de l'histoire du Mali, où au moment où on est en train de réclamer une indépendance assumée ou une autonomie vis-à-vis de l'Occident, au même moment, on assiste à une économie résiliente, fragile et à un appauvrissement. J'y arrive, c'est difficile. Appauvrissement, c'est ça. Appauvrissement. Donc, il y a une croissance atone, le PIB a progressé de 4%. Et on nous apprend en 2024, porté par l'agriculture et notamment. Mais de l'autre côté, il y a cette pauvreté aggravée, notamment le taux d'extrême pauvreté est passé de 15,9% en 2021 à 19,1% en 2022 avec une inflation galopante. Donc, ça veut dire que c'est un paradoxe d'un moment où on parle, c'est-à-dire d'un progrès. De l'autre côté, il y a, disons, cette pauvreté galopante qui est quand même avérée. Il y a de l'autre côté une dépendance aux aides notamment internationales. La Banque mondiale finance 11 projets, notamment à hauteur de 1,8 milliard de dollars, mais l'isolement diplomatique aujourd'hui limite notamment des investissements, des relations internationales. C'est vrai que le Mali s'est créé des relations, notamment il faut dire avec ces différents accords récemment signés entre le Mali et la Russie. Il y a quand même aujourd'hui, il ne faut pas l'occulter, des sanctions, notamment
de la CEDEAO, parce que le Mali s'est retiré. Le Mali s'est retiré de la CEDEAO. La dernière fois, il y avait un ultimatum qui leur avait été donné, disons, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et finalement, il y a eu un silence de cathédrale du côté de ces pays de l'AES et aussi du côté de l'institution sous-régionale. Et finalement, personne ne dit mot par rapport au retrait définitif, ce qui signifie que le divorce est totalement consommé, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il était partiellement consommé, mais aujourd'hui, le divorce est totalement consommé. Tel est aujourd'hui le bilan contrasté du Mali pendant ces 5 ans quand même de transition. Merci Mohamed Leba, un récapitulatif qui vous permet de comprendre les 5 ans de gestion de la transition du côté du Mali. C'est vrai que les autorités maliennes font de leur mieux, mais le chemin est encore très long selon les différents engagements tenus lors de la prise du pouvoir par l'armée malienne. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Moussa Cheikh Kamara. Et merci Abdallah, merci à tous. Merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, vous l'avez déjà compris, nous sommes aux portes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.